On va passer à l'intervention de Géobretagne, donc avec Lydie Vinsonneau et Fabrice Fung. J'ai envie de dire que Fabrice et Lydie sont tous les deux docteurs en directive Inspire et en métadonnées. Donc Fabrice particulièrement sur les systèmes informatiques et Lydie sur les systèmes d'information géographique. Donc ce sont les deux chefs de projet et deux ambassadeurs de Géobretagne que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc cette plateforme dépasse largement le domaine de l'environnement, puisque ça couvre la donnée géoréférencée au sens large. Et Géobretagne est devenue une plateforme structurante dans le domaine de la production, du stockage et de la diffusion des données géoréférencées. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était d'essayer de voir un peu quel était l'impact de Géobretagne sur les pratiques des observatoires dans les territoires. Je vais retrouver le... Merci. Ou alors juste un mot pour vous dire qu'on va essayer de trouver un compromis entre ne pas blaser ceux qui connaissent déjà un petit peu Géobretagne dans la salle, mais quand même représenter un petit peu rapidement le projet et ce qu'il recouvre, en axant plus particulièrement le discours sur le lien avec les observatoires, qui est le sujet d'aujourd'hui. On va commencer par un exemple de carte produite récemment. La carte de Cassini, produite sur ordre du roi, premier levé exhaustif sur la France, avec une définition donnée par Cassini qui était mesurer le territoire, mesurer avec des arpenteurs, mais aussi quantifier le nombre d'endroits où les gens vivent. On voit de l'hydrographie, on voit du relief. Donc tout ça, ça a été fait au XVIIIe siècle. Et quelques années plus tard, on n'a que 2 générations de cartes. Il y a eu la carte d'état-major entre les deux. Et aujourd'hui, vous travaillez avec ceci, qui a une précision un peu plus accrue. On est au 25 millième là, donc ce sont les cartes IGN, où vous voyez une superposition d'informations. Il y en a beaucoup. Il y en a aujourd'hui, ils font, je crois, 240 ou 250 styles différents pour fabriquer ça. Représentation du territoire qui est utilisée par le citoyen comme par les professionnels. Représentation fabriquée par les hommes. Une nouveauté après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'arrivée de la photo aérienne. Et depuis, comme pour les cartes, elles sont fabriquées périodiquement. Donc vous voyez ici le lever 1950 fait sur plaque photographique, et juste après, vous voyez sur la même emprise le lever qu'on utilise aujourd'hui, qui est précis à 20 cm, sachant qu'on va jusqu'à 10 cm maintenant dans les agglomérations. Donc là aussi, ce sont des données qui alimentent pot commun, qui alimentent l'observation, et qui sont constituées depuis maintenant plus de 60 ans, de façon très régulière dans le temps et dans l'espace. Et sur ces données-là, on rattache de plus en plus d'informations. Donc vous les envoyez, vous les connaissez, le bâti, le cadastre, les plans locaux d'urbanisme. En haut, on a la géométrie des échangeurs provenant de la Dire Ouest. Donc beaucoup d'acteurs qui produisent ces données-là, qui les raccrochent sur des photographies, qui les raccrochent sur d'autres référentiels comme le cadastre, pour arriver à une mosaïque de bases de données qui décrivent le territoire. Mosaïque qui est également constituée, ça c'est une nouveauté, et c'est l'apport des nouvelles technologies, par le citoyen. Le projet OpenStreetMap démarré dans les années 2000 part de Steve Coast, qui a dit j'en ai assez de ne pas avoir accès aux données de l'administration, c'était en Grande-Bretagne. Donc nous allons constituer nous-mêmes nos bases de données, nous allons constituer nous-mêmes notre observation du territoire. C'est parti en 2004, aujourd'hui c'est un projet mondial. Par endroits, il n'a rien à envier aux informations publiques, avec une densité d'informations au mètre carré supérieure à ce que produisent les pouvoirs publics. Et puis ça se décline en cartes pour les transports doux, en cartes pour les transports pour handicapés. Donc voilà, il y a un projet parallèle, il y en a d'autres, pour OpenSeaMat par exemple, pour faire des cartes marines libres. Tout ça, ça crée autant de cylindres, donc de bases de données, qui sont alors certaines sur un territoire, certaines sur une thématique. On ne voit pas les bases de données nationales et européennes, mais elles sont également présentes. Elles sont plus ou moins interconnectées entre elles. Ça peut s'échanger par disquette, parce qu'on connaît la personne, par mail.
Et toutes, c'est pas une, c'est toutes, décrivent le territoire à une échelle donnée sur une thématique donnée. Alors évidemment, c'est très très difficile à appréhender tout ça parce que ces bases de données, physiquement, elles sont sur un disque dur, sur un serveur, dans un endroit pas visible de l'extérieur. Donc c'est un premier problème à adresser et il manque un transparent. Et ce problème-là, on l'a adressé avec les métadonnées. Qui sont comme les fiches de bibliothèque. C'est une technique qui permet de référencer les livres et ça permet aussi de référencer les données. Mais ça manquait d'un cadre et donc ce cadre, Lydie va vous le décrire. Alors c'est celui de la directive Inspire que vous connaissez sans doute aussi dans la salle. Juste pour en dire deux mots très rapidement, c'est un cadre réglementaire qui vise principalement justement le domaine de l'environnement et du développement durable, ce qui est le sujet des rencontres d'aujourd'hui. Et ce cadre, il dit simplement depuis 2007 que les acteurs publics doivent, ils n'ont plus le choix, ils doivent faire trois choses. D'une part, cataloguer, c'est-à-dire mettre ces fameuses fiches de métadonnées dont Fabrice parlait pour se retrouver dans l'information. Ensuite, ils doivent les partager sur Internet de façon publique. Et à terme aussi, et ça c'est un enjeu qui nous concerne tous, les harmoniser, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse justement comparer les territoires entre eux et avoir des visions un peu plus larges que celles locales aujourd'hui. Donc pour dire aussi que Inspire s'appuie beaucoup sur l'échelon régional qui est juste comme un échelon pertinent entre le local et l'administration européenne et que les géo quelque chose existent un peu partout en France et ont des structures diverses. Donc on a Géo-Bretagne pour ce qui nous concerne, mais proche de nous, il y a Géo-PAL par exemple pour la région Pays de la Loire et puis voilà un petit peu partout en France. Crich-Paca qui est très connu aussi dans le domaine. Donc la déclinaison, on va dire, le pendant, le levier actionné en Bretagne pour aider à la mise en œuvre de cette directive, c'est le partenariat Géo-Bretagne qui recouvre aujourd'hui plus de 100 partenaires. Évidemment, il y a deux partenaires privilégiés que sont la préfecture de région et le conseil régional, puisque ce sont les deux structures à l'initiative de Géo-Bretagne que nous représentons avec Fabrice aujourd'hui. Lui à la DREAL Bretagne pour la maîtrise d'œuvre et moi au conseil régional. Ça embarque dans la sphère des partenaires tous les acteurs publics au sens de la directive Inspire, donc évidemment services de l'État pour la sphère État, les organismes d'enseignement supérieur, la recherche, donc l'INRA, Gros Campus Ouest par exemple, des établissements publics comme l'Agence des aires marines protégées, l'IGN, d'autres. Côté sphère collectivité, les 4 conseils généraux, les 10 agglomérations, les SDIS, beaucoup de structures pays de plus en plus présentes puisqu'elles se dotent de moyens ingénierie en information géographique, l'échelon intercommunal dès lors qu'il y a aussi des compétences en matière d'information géographique, des associations qui peuvent avoir des intérêts aussi et exercer des missions de service public, le GIP, Bretagne Environnement bien sûr, des syndicats mixtes, et également pourquoi pas sociétés privées, il y en a une dans le partenariat Géo-Bretagne, c'est RTE, Réseau de transport électricité, au titre bien évidemment de l'exercice de ces missions de service public, puisque c'est ce qui fédère ces acteurs. Et tous ensemble, l'idée c'est de dire on va cataloguer, partager et à terme harmoniser nos données, donc aider à la mise en place de cette directive. Ça donne du coup dans le paysage déjà aujourd'hui concrètement des données qui sont libérées parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans le partenariat, dans les valeurs défendues par cette centaine de partenaires. C'est l'incitation à la libération des données, à faire en sorte que les données soient non seulement accessibles, mais aussi réutilisables. Vous avez quelques exemples ici qui sont formulés. Alors dans les exemples phares, on va dire un peu généralistes, il y a cette photographie aérienne qui est cofinancée par les collectivités locales, tous échelons confondus, via le syndicat mixte Imegalis. Le cadastre qui est disponible sur l'ensemble de la région, puisqu'on a la chance de faire partie d'une région où l'ensemble du cadastre est numérisé, c'est un référentiel incontournable pour tous les acteurs du territoire. On a par exemple aussi en termes de référentiel la base litho 3D, l'altimétrie, qui a été libérée suite à un financement État, région, conseils généraux, et qui donne une analyse très fine, très précise de l'altimétrie sur la frange littorale. Et puis par métier, évidemment, on va trouver ce que les acteurs y mettent, ce qui est le cœur de leur domaine de compétences. Donc voilà, il y a quelques exemples, les plans locaux d'urbanisme, zones d'activité économique, démographie, éolien, etc. C'était là, Fabrice.
C'était juste pour illustrer la petite diapo qui devait se positionner avant, mais que effectivement le catalogage, c'est quelque chose que Inspire n'a pas inventé, mais qui existe déjà depuis très très longtemps. Voilà. Alors ça donne ensuite en déclinaison, il y a une interversion peut-être de... Alors en outil, on va dire la partie émergée de l'iceberg, même si vous l'avez compris, Géobretagne, c'est essentiellement un réseau d'acteurs avec les pôles métiers qu'on évoquera un peu plus loin. En outil visible, on va dire, ça donne le visualiseur Géobretagne, qui est un outil qu'on va qualifier d'expert, qui est déjà pas forcément accessible à tout le monde, qui nécessite déjà une petite formation d'une demi-journée qu'on assure. Mais qui a l'énorme avantage d'être public et de pouvoir être, dont les gens peuvent s'approprier l'utilité et où ils vont pouvoir aller un petit peu plus loin que de consulter une carte figée en ajoutant eux-mêmes leurs propres données, en se localisant à un endroit sur lequel ils souhaitent travailler, en interrogeant les bases de données, en requêtant, en changeant les couleurs des couches d'informations pour avoir d'autres présentations. Bref, un outil qui permet déjà d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et puis, face à cette génération d'outils un peu plus expertes, un peu plus complexes, il y a aussi des outils un peu plus simples, alors toujours libres de droit. Hein, tous ces outils sont mis au sein de communautés logicielles libres. On a une illustration ici avec le visualiseur simple qui est décliné avec une comparaison du territoire. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une comparaison temporelle, hein, puisque là, on y confronte la photographie aérienne 1950 qui a été acquise par l'État et puis les orthos de précision qui ont été acquises dans le cadre du partenariat avec les collectivités. Et là, on voit bien tout un tas d'usages qui se dessinent, que ce soit le citoyen qui retrouve la maison de sa grand-mère ou ses lieux d'enfance, que ce soit le gestionnaire d'espace qui va travailler sur, par exemple, l'étalement urbain, que ce soit les gens du bocage qui voient la façon dont il a évolué à travers le temps, etc. Voilà. Donc vous l'avez compris, le premier effort entre acteurs publics, c'est de cataloguer toutes les données dont nous disposons et puis de les mettre à disposition en utilisant les Inspire. Ce qui est une préoccupation immédiate après, c'est de comprendre quelles sont les réutilisations. Et c'est là que c'est délicat, parce que quand on fait ça, quand on partage les données suivant Inspire, on ne demande pas aux gens de signer un papier ou de s'engager à avoir tel ou tel usage. On met à disposition les données sur l'Internet. Ils les trouvent, ils sont en capacité de les trouver, de les utiliser sans restriction d'usage. Donc c'est extrêmement difficile de suivre l'utilisation. Alors on a des indicateurs. Le premier indicateur, c'est tout simplement le trafic. On s'aperçoit que le trafic de consommation de ces données-là, il faut bien quelqu'un à l'autre bout pour aller les chercher, il double tous les ans. Il double tous les ans. On est aujourd'hui à 20, alors là c'est, non, 34. Donc ce transparent, on l'a fait il y a 2-3 mois. Il indique 20 000 utilisateurs par mois. On est à 34 à la dernière observation, 34 000 utilisateurs par mois. Et puis ça augmente au fur et à mesure des données, mais aussi au fur et à mesure des usages qui se développent. Une autre introspection, mais là en regardant les gens qui nous contactent pour l'assistance, pour des demandes d'assistance, on s'aperçoit que les premiers utilisateurs de la plateforme, c'est pas le citoyen, tel qu'on l'entendait dans l'optique Open Data Transparence, ce sont ceux qui ont mis les données en ligne. Alors c'est paradoxal. Pourquoi ce serait eux? Tout simplement parce que l'effort de ranger a été fait, l'effort de documenter a été fait, l'effort de mettre sur l'Internet a été fait. Et souvent, le raccourci par l'Internet va plus vite que le fait d'aller réclamer la donnée dans le service d'à côté. Et puis, on a des acteurs qui interviennent régulièrement, les bureaux d'études, très intéressés pour avoir les mêmes données quand ils restituent à la puissance publique des études d'impact, par exemple, mais ils aimeraient que les données soient les mêmes que celles avec lesquelles on travaille. Le citoyen, on l'a vu avec le visualiseur léger, des associations, des chercheurs, des entreprises. Voilà, donc il faut retenir cette croissance géométrique, cet intérêt croissant pour la donnée partagée.
Pour expliquer plus précisément le lien et l'articulation entre Géobretagne, qui est finalement un partenariat d'acteurs où les acteurs décident de partager de l'information, et les observatoires qui, eux, vont être dans de la valorisation d'informations, dans de l'interprétation. Ce qui est à la jonction de ces deux mondes-là, c'est la notion de pôle métier. Le pôle métier, ce sont des groupes de travail thématiques qu'on a mis en place dans le cadre de Géobretagne. Et tout l'intérêt, évidemment, c'est que, à un moment donné, des acteurs se confrontent leurs points de vue pour ensemble bâtir une vision partagée du territoire. C'est vrai que d'un élément brut aussi banal qu'une maison, comme on voit là, qui peut être décliné sur lequel tout le monde peut s'entendre sur le fait que ça peut être décliné par un rectangle positionné en X, Y, voire en Z, chaque sphère métier va avoir sa propre interprétation, sa propre finalité. Si on parle du domaine fiscal, évidemment, le bâtiment va être la façon de lever l'impôt. En termes de communication, des agglomérations s'en emparent pour positionner et fabriquer leur maquette 3D. Si un office du logement, lui, va s'intéresser à l'analyse de son parc locatif. En matière de gestion de crise, on va croiser ça avec des données altimétriques pour s'intéresser aux problèmes de submersion marine. On voit bien qu'à partir d'un même objet, on peut décliner sur différents métiers des interprétations, des valorisations différentes. Ce qui est intéressant au niveau de Géobretagne, c'est qu'à un moment donné, tous les pôles métiers sont aussi en réseau, parce que souvent, ce qui intéresse, par exemple, le pôle métier photographie aérienne, peut intéresser ou impacter le pôle métier urbanisme, qui va travailler à partir de cette photographie aérienne, ou le bocage également, c'est-à-dire qu'il y a souvent des lieux, des points d'intersection, et Géobretagne est aussi une façon de les mettre en regard. Donc, pour appliquer à la notion d'intelligence territoriale, c'est juste quelque chose d'assez récapitulatif pour dire en quoi on se positionne avec Géobretagne pour aider à ça, via évidemment des process de mutualisation et de complémentarité à trouver entre acteurs. Évidemment, l'emprise géographique, c'est le cœur de métier, puisque Géobretagne s'applique à la sphère des données géographiques. Et on voit bien qu'à travers les différents pôles métiers, on a des représentations différentes de l'espace. Ce qui est important, c'est de mettre en relais tous ces acteurs pour justement, sans perdre de vue le cadre légal qui inspire et le développement durable, essayer d'avoir ensemble une vision partagée du territoire. On peut faire un petit effort sur la création d'une donnée pour faire en sorte qu'elle réponde à d'autres besoins que ceux qu'on peut avoir soi-même au sein de sa propre institution. Donc ça rejoint aussi beaucoup des notions qui ont déjà été évoquées ce matin. Évidemment, là, c'est un peu des redites, mais sur l'efficacité, on voit bien quand on s'intéresse à la mutualisation, par exemple, de données, ça coûte moins cher quand on est plusieurs à l'acheter. Évidemment, la normalisation aussi via des cahiers des charges types, on mutualise aussi les pratiques, même si il peut y avoir des limites. Le fait de stocker les données à un endroit unique, ça c'est aussi quelque chose d'important dans le partenariat. L'idée, c'est de dire on le met à un moment donné sur Internet, tout le monde peut y avoir accès, ce qui assure évidemment d'avoir une donnée à jour, la plus à jour possible, et si possible le plus près de la source, c'est-à-dire le plus près du producteur. Et évidemment, tout ça se fait avec la notion de partage et d'animation de réseau, avec une charte qui explique la gouvernance Géobretagne et rappelle toutes les valeurs partagées. La notion de transparence, tu souhaites intervenir peut-être? On a parlé un petit peu d'open data ce matin. Le cadre de Géobretagne, par défaut, c'est celui, il a été acté lors de la dernière Assemblée Générale, c'est la licence ouverte LOL d'Etalab, de façon à inciter le plus possible les acteurs à libérer leurs données et surtout à les rendre réutilisables. Et c'est la transparence, ça se voit aussi via les outils logiciels, puisque via Géobretagne a été créé, c'est l'origine du projet d'ailleurs, la communauté libre Géorchestra, qui est maintenant réutilisé par d'autres régions, mais qui existe aussi à l'international, puisque c'est réutilisé par la plateforme bolivienne. Il y a aussi tout un tas de communautés d'intérêt. Le GIP Bretagne Environnement en est un exemple. Il y en a d'autres aussi plus citoyennes, comme le projet OpenStreetMap. Bref, ça met en lien tous ces gens-là pour mieux partager et avancer ensemble et mutualiser. Et puis le dernier objectif, le dernier but, c'est l'innovation.
Innovation sur laquelle on cherche encore le modèle et on a compris une chose fondamentale qui est que ça, on ne peut que le catalyser, c'est-à-dire on ne peut que placer une situation favorable pour créer cette innovation, pour susciter cette innovation, mais on ne peut pas nous fabriquer les produits. On ne peut pas fabriquer les nouveaux usages. Ce sont les gens qui vont les faire eux-mêmes. Et cette innovation-là, on a constaté qu'elle fonctionnait parce que les nouvelles technologies, les fonctionnements en réseau, les réseaux sociaux, etc., savent s'emparer d'un produit et savent offrir un regard complètement différent que celui que nous, on apporte en tant qu'experts ou que puissance publique. Et la superposition de ces regards-là, ça produit quelque chose de neuf. Alors, pour finir, une mosaïque de réutilisation. Le GeoBretagne Environnement et donc le site cartographique du Bretagne Environnement est totalement complémentaire avec GeoBretagne parce que la donnée n'est jamais dupliquée, elle est simplement illustrée d'une façon différente. Tout comme au niveau du pays d'Aubigné, on a une récupération complète des informations, mais là portée sur un territoire qui est plus petit, avec un intérêt direct du citoyen pour la structure qui gère son territoire. Des passerelles avec le monde scientifique, Agrocampus Ouest qui est présent, où là on a des choses très intéressantes. Ce sont des calculs d'experts qui sont réalisés sur la base de modèles et qui sont directement réinjectés dynamiquement dans GeoBretagne. L'illustration visible actuellement, c'est le calcul dynamique de bassin versant. On clique à un endroit, on a automatiquement le bassin versant qui est calculé et qui peut l'être aussi à partir d'un nuage de points. Là pour le coup on a une rupture et on a de l'innovation. Et puis des usages très grand public comme en haut à droite, avec de l'information partagée d'abord, ce sont les événements et l'état de viabilité des routes, et puis ensuite c'est transformé en visualiseur mobile, et donc les gens utilisent ça en période hivernale pour avoir l'information directe sur l'état des routes gérées par la DIR Ouest. Merci. Merci à vous.